Bon, par quoi on commence aujourd'hui? On commence par dire que Fear Street Prom Queen, c'est pas bien du tout, et il se pourrait que je sois désolé d'avance pour le titre de cette vidéo. M'en parlez pas. Après la trilogie Fear Street se déroulant sous 3 époques différentes, on se retrouve en 1988, dans la mystérieuse petite ville de Shadyside. Enfin, la ville de Shadyside, vous allez pas en voir grand chose, seulement un pont, et c'est tout. Parce qu'on se retrouve coincé dans un lycée, organisant un maudit bal de promo. Un bal de promo ayant pour seul et unique objectif d'élire la plus belle des lycéennes de Shadyside. Un truc de pédophile quoi. La future reine de la ville, même si les 3/4 d'entre elles sont des comment on dit déjà? Des grosses pétasses. Est-ce que tout le monde sait ce qu'aspiration veut dire? Respirer par le cul? Alors je sais pas où on est, mais on y est. L'une des candidates est notre héroïne, Laurie, qui n'est clairement pas dans son élément. Harcelée, mise sur le côté, et considérée comme une personne qui n'a pas d'avenir, depuis que de folles rumeurs circulent sur sa mère, considérée dans la ville de Shadyside comme une meurtrière. Enfin bref, un tueur débarque vêtu d'une combinaison en latex rouge, ce qui rappelle les tenues qu'on porte dans certaines soirées échangistes. Comment je sais ça, je vais pas vous le dire. Et évidemment, de nombreux cadavres vont s'éparpiller un peu partout dans le lycée, pendant la soirée du bal. Tout cela entrecoupé de nombreuses scènes de danse, c'était horrible. Qui se dissimule derrière le masque? Est-ce qu'il y a un lien avec le surnaturel, puisque les précédents films, ils plongeaient carrément dans le surnaturel, dans le fantastique? Bref, vous avez compris. Et pourtant ça commençait vraiment bien, le film a réussi à m'attraper parce que dès le début, on a des références à la trilogie originale. Tu vois à un moment donné Sarah Fier qui est écrit sur un mur, t'as un monologue du personnage principal qui t'explique que ça fait quand même quelques siècles que la ville de Shadyside, elle est complètement maudite sans qu'on comprenne la raison, sans qu'on comprenne pourquoi. Et t'as même des références à la ville voisine, la ville de Sunnyvale, qui contrairement à Shadyside, est une ville où tout le monde est heureux et où tout le monde a une trajectoire de vie absolument incroyable. Personnellement, j'avais pas besoin de plus, j'avais juste besoin de savoir que le film se considère dans le même univers que la trilogie originale. Je comprends cette envie de faire une histoire différente, je comprends cette envie de raconter quelque chose de nouveau, mais juste ces petites références, elles m'ont suffi pour comprendre que c'était dans la même temporalité, dans le même univers, et qu'on n'a pas fait un reboot ou quelque chose qui s'en contrefiche des films d'avant. Pour moi, c'était largement suffisant et je demandais pas plus. Donc le film commence et m'attrape comme ça, et puis ensuite t'as tout un tas de références à d'anciens films d'horreur, enfin des films d'horreur en général. T'as notamment l'actrice qui est l'espèce de directrice de l'école, qui jouait la mère de famille dans le premier opus de Conjuring, qui jouait d'ailleurs très bien dans celui-ci, alors que dans Fear Street Prom Queen, c'est une catastrophe. Elle joue vraiment très mal. T'avais aussi à un moment donné une chambre avec un poster de L'Enfer des zombies de Lucio Fulci, un film où vous pouvez voir un zombie tabasser un requin. Alors je sais que ça a l'air d'être nul, mais c'est un immense classique. Et puis ce nouvel opus de Fear Strip, je viens de dire Fear Strip, le strip club de la peur. Ce nouvel opus de Fear Street, il t'attrape avec ce côté rétro-horror. Le rétro-horror, c'est ce sous-genre de l'horreur qui est très à la vogue et qui est très à la mode depuis ces dernières années. Et on va pas se mentir, c'est clairement Stranger Things qui a popularisé la chose, même si l'emblème pour moi, ça reste quand même la trilogie originale de Fear Street. C'est cette ambiance nostalgique, avec des néons, avec des couleurs saturées, avec des personnages plutôt jeunes sur la fin de l'adolescence ou sur le début de l'adolescence qui vont combattre une menace qui dépasse complètement leurs épaules, avec évidemment tout un tas de références aux années 80. C'est complètement l'ambiance de la saga de Fear Street depuis le premier opus, et on retrouve complètement la chose dans ce nouvel opus, avec encore une fois des LED, des couleurs saturées, une petite aventure horrifique avec une ambiance bien précise, qui fait très les Goonies de l'horreur parce que ça reste accessible. Encore une fois, ce nouvel opus, c'est le syndrome de mon premier film d'horreur. C'est-à-dire que si tu découvres ça et que c'est ton premier film d'horreur que tu vois lorsque t'as 12 et 13 ans, je pense que tu vas passer un très bon moment. C'est un peu comme les livres chair de poule, mais en film, et en termes de chair de poule, je m'y connais un tout petit peu. Quand tu lis ces livres quand t'es enfant, t'as l'impression de découvrir un monde surnaturel absolument incroyable, t'as l'impression de découvrir ce que représente véritablement la peur, l'horreur, mais si tu découvres ça alors que t'as 30 ans, 40 ans, que t'as déjà consommé tout un tas de films d'horreur ou de romans horrifiques, tu vas trouver ça pas terrible, tu vas trouver ça un peu léger quand même. Depuis le début, c'est à peu près la même chose avec Fear Street. Mais la trilogie originale possédait un monde surnaturel et une intrigue qui était suffisamment bonne, qui était suffisamment complexe, qui était suffisamment renforcée, ce qui faisait que tu restais, et il y avait notamment l'opus 1978 qui pour moi est le meilleur de la trilogie, et où il y avait une vraie particularité, une vraie singularité qui m'a beaucoup plu et qui m'a même vraiment marqué à cette époque-là. Je continue sur les points positifs de ce Prom Queen, il y a notamment l'héroïne principale qui je trouve est vraiment cool, elle est vraiment charismatique, et puis il y a cette attache qui se fait plutôt facilement parce qu'elle se fait harceler par tout le monde. Alors quand on s'attache à un personnage parce qu'on a pitié d'elle, c'est pas forcément bon signe, mais ça va, c'est plutôt bien équilibré dans le film, et c'est justement dans son personnage
personnages, où il y a le seul moment qui est à peu près marquant en termes d'écriture, en termes d'approfondissement. On approfondit un peu l'histoire, on approfondit un peu le lore de la ville de Shadyside, parce que la ville de Shadyside, elle est considérée comme maudite, elle est considérée que si tu nais dedans, bah t'es fini, ta trajectoire de vie elle est terminée, tu vas forcément connaître une vie difficile, c'est une malédiction, c'est clairement une malédiction, tout comme l'héroïne qui est vue exactement de la même façon, elle est maudite, elle est considérée comme une personne qui n'a pas d'avenir, et même ses professeurs se foutent de sa gueule et lui disent qu'elle va vraiment avoir une vie de merde. Les thématiques qu'on trouvait auparavant dans la ville de Shadyside, désormais elles sont transférées à elle, et c'est elle qui incarne la ville de Shadyside à elle toute seule, et ça permettait de développer beaucoup plus de complexité au sein d'un seul et même personnage. Mais par contre, alors celui-là il est vraiment très important, et j'ai même déjà commencé à harceler des personnes pour qu'ils écoutent juste la soundtrack du film, et pour le coup, sincèrement, et je déconne vraiment pas parce qu'on dirait que je troll, et bah ça fait super longtemps que j'avais pas fait rentrer des musiques provenant d'un film d'horreur dans ma playlist personnelle, et sincèrement, même si vous regardez pas ce film, et si vous avez pas envie de le regarder, je comprends totalement, et vous allez voir que c'est plutôt légitime comme inquiétude, écoutez la soundtrack du film sur YouTube, les notes mélodieuses, la synthwave, ça représente parfaitement l'ambiance ou l'image qu'on se fait de la saga Fear Street, et il y a moyen que ça soit l'une de mes bandes sonores préférées de l'année parce que c'est totalement mon style. La meilleure soundtrack de l'année dans un film d'horreur qui est vraiment nul. Putain, on peut pas tout avoir aussi. Et puis en dehors de ces quelques points, bah y a tout le reste. Après le lycée, quel métier t'as envie de faire? T'as rien écouté ou quoi? Se branler en pensant à Jésus, ça compte? Encore une fois, on est où là? Tous les personnages en dehors de l'héroïne et de sa copine sont insupportables, et ça c'est symptomatique de choses qu'on a notamment dans le cinéma beaucoup plus récent et qu'on retrouve sur Netflix, c'est des personnages qui sont méchants. Tout le monde bully tout le monde se harcèle les uns et les autres, et ça donne lieu à des scènes qui sont vraiment gênantes. Par moments, il y a des moments où je zappais parce que ça mettait des frissons de malaise dans la colonne vertébrale jusqu'à atteindre le pli qui sépare mon petit cul. Et il y a plein de films qui font ça en ce moment et je trouve que c'est insupportable. Est-ce qu'il y a vraiment des gens, des spectateurs qui arrivent à s'attacher à des personnages qui sont de vrais cons? Genre, je sais pas. Et là, c'est même pire, ça va au-delà du harcèlement, parce que le but, c'est vraiment de savoir qui c'est qui va avoir le dessus sur l'un ou sur l'autre, et qui c'est qui va réussir à écraser les autres, à écraser la concurrence. Alors écraser la concurrence quand t'es en entreprise, je veux bien, quand c'est ton emploi, je veux bien, et encore, ça reste un truc d'enculé, hein, on est bien d'accord, mais quand t'es au lycée, même si t'as 17-18 ans, quand même, je sais que les adolescents sont cons, mais à ce point-là. Et ce qui en plus fait une énorme incohérence avec la trilogie principale, parce que dans la trilogie principale, les seuls conflits qu'il y avait, c'était entre la ville de Shadyside et la ville de Sunnyvale. Mais à l'intérieur des villes, notamment à l'intérieur de Shadyside, comme tous les enfants savaient qu'ils étaient maudits, comme tous les enfants savaient qu'ils avaient aucune chance d'avoir une belle trajectoire de vie parce qu'il y avait la malédiction de la sorcière, bah ils étaient tous cool entre eux, et on ressentait une vraie entraide, et on pouvait s'attacher parce qu'ils étaient tous gentils les uns avec les autres. Il y avait une vraie unité au sein des habitants de la ville de Shadyside, parce qu'ils savaient qu'ils étaient dans la merde en étant nés dans cette ville. Ce qui fait que même s'il y avait tout un tas de personnages stéréotypés dans la trilogie originale, on arrivait quand même à s'y attacher parce qu'ils étaient quand même relativement gentils les uns avec les autres, encore une fois concentrés dans la ville de Shadyside, parce qu'à côté t'avais les habitants de la ville de Sunnyvale qui étaient des gros enculés, des gros bâtards qui pensaient d'ailleurs qu'à faire l'amour, mais j'en dirai pas plus. Où est-ce qu'ils sont? Allez hop, la monétisation elle saute, et là on transforme totalement l'ensemble des personnages, ce qui fait que tous les habitants, et je dis bien tous les habitants de Shadyside sont des fils de pute, et puis il y a tout un tas de trucs insupportables. T'as à un moment donné un personnage qui vient chercher de la drogue, t'as un autre personnage qui vend de la drogue, t'as des accros à ça, t'as des accros à l'alcool, enfin ça n'a absolument aucun sens. Et puis les répliques. C'est celui de ta mère, pas vrai? T'en fais pas, ça t'ira beaucoup mieux. Elle a quoi d'autre, ta mère? Oh oui, vas-y, parle-moi de ma mère, ça m'excite. Pardonnez-moi. Je crois que je vais relancer Scary Movie. Pas mal, Lenny Bar. Je terminerai là-dessus, mais l'un des trucs les plus importants dans les films d'horreur, c'est qu'on s'attache aux personnages, parce que si je déteste les personnages, bah je peux pas avoir peur pour eux au moment où il y a une scène de tension, je peux pas avoir peur qu'ils décèdent, je peux pas avoir peur qu'ils se fassent buter ou trucider par le tueur. Mais ça c'est un truc hyper important qu'avait compris un slasher emblématique, c'est tout simplement Scream, parce que dans Scream tu t'attaches à pas mal de personnages, et du coup quand il y a une scène où ils meurent, bah t'es vraiment touché, t'es vraiment impacté. Et pourtant Scream ça dure quoi, 2 heures au maximum, ils arrivaient à faire ça de façon assez rapide. Et je cite Scream parce que c'est le plus connu, mais même dans Les Griffes de la Nuit, il suffisait d'une réplique pour que tu sois attaché à l'un des personnages principaux. Les slashers ça existe depuis combien de temps? 60 ans, 70 ans et même plus, j'en sais rien. Et après autant d'années d'histoire, autant d'années de construction, après autant d'années de films qui se ressemblent les uns des autres, tu fais encore ce genre d'erreur. Mais t'as pas le droit en tant que réalisateur, et surtout quand t'as Netflix derrière, et surtout quand c'est la licence Fear Street, c'était facile à faire. Bah non, ils ont la flemme, ils ont pas envie, ils se branlaient. Ils se sont branlés, je suis sûr qu'ils se sont branlés derrière le film ou derrière la caméra. Bon, vu qu'on a affaire à un film qui est pas terrible, vous permettez que je prenne mes notes, hein. Alors du coup, j'avais dit quoi? Ouais, c'est pas agréable à regarder. Ah oui, le bal de promo. C'est-à-dire qu'on a un film qui dure 1h30.
Et imaginez pendant 1 heure, ça se concentre sur le bal. Vraiment, vous avez bien au moins 40 minutes de scène de danse, et à un moment donné, ça part même en battle, et ça dure peut-être 5 à 6 minutes. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais 5 à 6 minutes de battle, c'est assez chaud quand même, et en plus c'est ridicule quoi, ça fait, on essaie de faire un peu comme la série Mercredi, une sorte de piste de danse, une sorte de moment qui est un peu drôle pour faire des espèces de vidéos best-of sur TikTok, on essaie vraiment de reproduire un schéma passé. Fear Street, la trilogie, ne faisait pas ça, alors que pourtant c'était sorti quand TikTok était à la mode, encore plus que maintenant j'ai l'impression, c'était vraiment la culture de l'instant qui existait déjà, sauf que Fear Street, la trilogie n'a pas eu besoin de faire ça, et ça a cartonné, ça a vraiment bien fonctionné. Là les gars, je suis désolé, ça se voit que vous essayez de faire quelque chose pour le business, pour essayer d'être viral, et toucher la génération qui a entre 12 et 13 ans sur TikTok. On sent que c'est pas fait pour les bonnes intentions, et c'est tellement mal filmé, c'est tellement fait pour que toi en tant que spectateur, tu ressentes vraiment une gêne, que c'est pas agréable, je ne regarde pas Fear Street pour ça, je ne lance d'ailleurs pas un film pour ça de base. Et j'avais écrit cette phrase qui est absolument incroyable, Fear Street ne développe rien d'autre qu'une compétition entre pétasses qui veulent devenir reines de promo. Et du coup, toute la complexité de l'univers est mise sur le côté, tout ce qu'ils ont construit avec Sarah Fear, avec les tueurs qui étaient issus d'une espèce de malédiction ancestrale, et encore une fois, j'étais prêt à l'accepter, qu'on parte dans une toute nouvelle direction, mais on remplace tout ça par quoi? Par une compétition de pétasses qui veulent être la plus belle sur la piste de danse. Et ça pose également un vrai problème de rythme, parce que tu vas avoir vraiment une séquence où tu as un mort qui dure à peu près 30 à 45 secondes, les scènes de meurtre, il y en a qui sont pas mal, mais elles sont vraiment très courtes, et t'en as pas énormément. Genre de tête, t'en as 3-4, mais dans un slasher. Et une fois que t'as eu ta dose d'horreur qui t'a fait un peu du bien, qui t'a un peu remonté le moral, ça repart sur 5 minutes de piste de danse, ou alors c'est 5 minutes de battle, et il y a pire, il y a encore pire, il y a des scènes où c'est 5 minutes de rien, de vide, et c'est juste les personnages qui sont accoudés sur les tables, et qui se lancent des jeux de regard comme ça, qui se jugent, qui se foutent de la gueule les uns et les autres, et tu te rends compte que tous ces adolescents-là se détestent les uns et les autres. Et c'est pas agréable à regarder, encore une fois, et surtout c'est chiant, le rythme du film est chiant, on se fait chier, je suis désolé, je me suis fait chier, j'ai pris mon portable, j'ai scrollé moi-même sur TikTok. C'est un comble parce que le film se destine à ce public-là, et le public-là, à mon avis, ils vont sortir leur téléphone tellement ils vont se faire chier devant. Évidemment que je troll, évidemment que je rigole, mais quand même, enfin ça montre qu'il y a vraiment un problème. Tout le monde dans ce film se soucie du regard des autres, alors que justement, la thématique principale de la trilogie originale, c'était de s'en foutre du regard des autres, c'était de s'assumer, de penser à soi, de penser à ce qui nous fait du bien, de penser à notre bonheur personnel, en s'en fichant du regard des autres. Sarah Fear concentrait ça parce que elle avait sa relation avec sa copine, et en 1666, aimer une femme quand t'es une femme, alors c'était pas très bien toléré, je pense en tout cas, et en 1994, t'avais l'héroïne qui concentrait ce parallèle-là, et qui à la fin du film s'assumait, pour montrer qu'il fallait s'en foutre du regard des autres, et surtout du jugement. Et ça, c'était un discours qui était incroyable. Ce nouvel opus de Fear Street fait totalement l'inverse. On va justement prendre en compte le regard des autres, et faire attention pour ne pas déborder, et être dans une espèce de mouvance à peu près identique avec tout le monde, quoi. Quand tout le monde est à gauche, toi il faut que tu sois à droite, mais quand tout le monde est à droite, il faut que tu sois à gauche. Ça, c'est la phrase qui définit parfaitement la trilogie originale, alors que dans ce Fear Street là, c'est quand tout le monde est à gauche, bah moi aussi faut que j'aille à gauche. Et quand tout le monde sera à droite, bah moi aussi faut que j'aille à droite, faut que je suive, faut que je sois le mouton qui suit tout le monde. C'est vraiment ça qui transparaît du film, et c'est profondément dommage parce que c'était une thématique qui était vraiment intéressante. Il y a aussi ce sentiment qu'ils ont pas du tout, mais alors pas du tout de budget. Là où dans la trilogie originale, tu voyageais, t'avais tout un tas d'environnements qui permettaient vraiment d'apporter un renouvellement et vraiment cet état d'esprit de scènes qui sont fraîches et qui se différencient dans la mise en scène. Là, on se retrouve avec un unique environnement, le lycée, et le seul moment où vous allez sortir un tout petit peu et vous allez vraiment avoir l'impression de découvrir un nouvel environnement, un nouveau lieu dans la ville de Shadyside, c'est le pont. Mais le pont, cette scène-là, elle dure 30 secondes. Rien que ce plan-là, il tabasse l'ensemble de la mise en scène du film, parce qu'il y a plus de mystère, et là j'ai envie qu'on parte, j'ai envie qu'on traverse le pont pour savoir ce qu'il y a au-delà de la ville de Shadyside, au-delà de cette ville maudite. Et non, le film n'a pas de budget, on se concentre uniquement sur un seul lieu, et en fait le lycée, il ne sert à rien, à part quelques plans sur des couloirs. On est tellement concentré dans la salle des fêtes, dans l'endroit où se déroule le bal de promo, que t'as l'impression que c'est presque un huis clos, que t'as l'impression que c'est presque un film qui a été tourné dans un seul et unique lieu, ce qui est vraiment dommage. Fear Street, c'est une ville complète qui est maudite, pas une école qui est maudite. Moi aussi, je peux très bien réserver la salle des fêtes du coin, payer 300 € la nuit et tourner ce film. C'est comme s'ils avaient peur d'aller trop loin, ou peur d'avoir de l'ambition avec ce film, ou alors qu'ils avaient la certitude que ça allait pas marcher, que c'était trop tard, que le wagon Fear Street était parti parce que ça fait quoi, ça fait 4-5 ans que les précédents films sont sortis, et que du coup ils voulaient pas prendre de risques, et du coup ils se sont dit bon, on va tenter le coup, mais on va y aller doucement, on va faire un film qui est pas terrible, comme ça si ça marche, là on fera un vrai film. Y a pas d'ambition derrière, y a rien du tout. Alors du coup, si je fais le bilan rapide, c'est Fear Street, mais sans l'univers qu'il y a derrière, sans le fantastique, et sans toute la branlette intellectuelle qu'on pouvait y mettre. Donc qu'est-ce qui reste dans ce film ? Bah pas grand chose.
Pas grand chose. Surtout que ça fait plus de 60 ans qu'on a tout un tas de films d'horreur qui exploitent une soirée de balles de promo qui se termine mal. J'en avais parlé une fois en live, j'avais dit que j'en pouvais plus de ces films d'horreur qui exploitent des balles de promo de façon pas du tout, mais alors pas du tout originale. Encore une fois, c'est un lieu emblématique dans le cinéma horrifique. Tu sais qu'il y a tout un tas de références auxquelles tu peux t'inspirer pour essayer de construire quelque chose de nouveau. Mais là, après 60 ans d'histoire de films d'horreur qui exploitent des balles de promo, toi t'arrives en 2025, tu fais un balle de promo qui invente rien du tout, tu fais quelque chose qui n'apporte rien, comme si tu t'en foutais qu'il y avait eu 60 ans de films auparavant. Et limite, je trouve ça insolent pour le spectateur, et je trouve ça insolent pour les fans de Fear Street, si ça existe évidemment, et je trouve ça insolent même pour ceux qui aiment tout simplement le genre horrifique, parce qu'on se retrouve avec un film qui ne nous respecte pas. Il ne respecte pas l'histoire, il ne respecte pas la culture de la chose, et il ne respecte pas ses spectateurs. Et si vous voulez quelque chose qui s'inspire de cette ambiance et qui le fait de la bonne façon, évidemment, je ne peux que vous recommander Scream Queens, et je peux vous recommander une autre série qui est absolument extraordinaire, Pretty Little Liars Original Sin, qui exploite à un moment donné un bal de promo, mais on va créer tout un monde, tout un mystère derrière qui est vraiment fascinant. C'est ce qu'aurait dû être et c'est ce qu'aurait dû incarner Fear Street Prom Queen, et malheureusement ce n'est pas du tout le cas. C'est du foutage de gueule. Pour le coup, vraiment c'est du foutage de gueule et un manque de respect parce qu'on a attendu 5 ans pour avoir une suite, pour juste se retrouver avec quelque chose qui est moins bien que les films originaux. Mais ça n'a aucun sens. Il y a un abonné qui m'a dit ça en commentaire la dernière fois et il avait totalement raison. Ça avait été annoncé par Netflix, si ça a mis autant de temps à sortir que ce soit Fear Street ou tout un tas d'autres séries, c'est parce que Netflix a augmenté les délais pour qu'on ait une augmentation également de la qualité. On prend plus de temps pour fournir des films qui soient de meilleure qualité. Bah voilà le résultat avec Fear Street. Les gars, ça sert à rien de prendre votre temps, hein. Sortez des films frénétiquement, au moins quand vous êtes sous pression, vous êtes largement meilleur. Ça dégoûte, pour le coup ça dégoûte vraiment, parce que c'est mauvais. Et encore une fois, ça n'engage que moi, mais je trouve ça vraiment mauvais. J'espère que vous avez passé un bon moment devant, moi j'ai passé un moment atroce. Et évidemment, si on regarde un slasher, parce que là, on a ôté tout le fantastique, donc on est sur un slasher pur et brut, ce qui nous oblige à parler évidemment du tueur, bah il sert à rien. Il apparaît pendant 30 secondes comme je vous le disais pour buter tel ou tel personnage, et puis il disparaît, et puis on se retrouve avec une scène de battle pour faire des petits best-of TikTok, et ensuite au bout de 10-15 minutes, on revoit le tueur qui bute quelqu'un de façon extrêmement rapide, et on passe à autre chose. Il n'apporte rien, alors oui le costume est stylé, j'ai vraiment beaucoup aimé, en termes de photos de promo c'était catastrophique, mais là dans le film ça passe parce qu'il y a une attitude, il y a une façon de bouger qui est vraiment très intéressante, les armes qu'il utilise sont absolument cool, notamment la hache, et t'as une scène qui est folle et qui est d'ailleurs assez gore, et où il arrive dans le bal de promo et il commence à défoncer des gueules avec sa hache, je suis obligé de la censurer, parce que il y a tout un tas de membres qui s'envolent, vous l'avez compris, et d'ailleurs c'est une scène qui est très brutale parce que il bute des élèves, qui sont d'ailleurs des mineurs, et en fait t'as pas le temps de comprendre qu'il vient d'en buter un, qu'il en bute déjà un autre, et ça s'enchaîne, et c'est tellement des morts qui sont instantanées, morts instantanées, si vous avez la ref, je vous aime, ce qui fait qu'il y a une frénésie dans l'action, et que ça fait que ce sont des morts qui sont assez brutales. Mais en dehors de ça, il ne sert pas à grand chose, t'as 2-3 scènes où il est présent qui sortent du lot, il y a beaucoup, mais alors beaucoup de meurtres qui sont hors champ, c'était déjà le problème du premier opus de Fear Street, il avait une scène d'introduction qui est l'un des éléments les plus importants dans les films d'horreur. La scène d'introduction d'un film d'horreur, ça doit être la meilleure scène du film presque, parce que c'est celle qui doit t'attraper. C'est une scène qui doit être d'une horreur absolue, parce que tu te dis que si ça commence comme ça, aussi fort, ça veut dire que la suite, ça va être encore plus brutal. Et du coup, en tant que spectateur, t'as cet état d'anxiété qui se met en place dans ton petit corps. Et bah dans le premier opus de Fear Street, la scène d'introduction, c'était une référence à Scream, elle n'inventait rien, elle était vraiment nulle. Ce qui d'ailleurs m'avait fait peur à l'époque, je me suis dit mais je vais passer un mauvais moment. Et puis au final, ils arrivaient à t'attraper ensuite avec toute la mythologie qu'il y avait derrière et réussissaient à se rattraper. Là c'est encore une fois pareil dans ce Fear Street Prom Queen, il n'y a pas de scène d'introduction marquante et le premier passage et la première apparition du tueur, elle est presque hors champ, tu ne vois que dalle. Il y a plein de petits défauts qui s'accumulent, mélangés à tout un tas de défauts qui sont encore plus gros, du coup ça fait un melting pot de merde, de caca ambulant, de chiasse. J'ai pas d'autres termes, je suis désolé. Et c'est frustrant parce qu'il y a des passages où il se laisse aller même dans le ridicule. Le film aurait été ridicule, il ne se serait pas pris autant en sérieux, j'aurais passé un bon moment je pense. Là le problème c'est qu'il développe des personnages antipathiques qui sont vraiment des enculés, et qu'en même temps il est beaucoup trop sérieux, il arrive pas à avoir du second degré. Moi qui ai du mal avec les derniers opus de Chucky qui partent trop dans la parodie à mon sens, là dans ce nouvel opus de Fear Street, c'était l'occasion justement d'aller dans une parodie. Ça aurait rendu l'expérience beaucoup plus agréable. Et t'as de rares moments où le film se lâche, où le réalisateur il se dit vas-y on va laisser un peu laisse et on va se faire plaisir. Tu as pour moi la meilleure scène du film où le tueur découpe les deux mains d'un personnage qui se retrouve limite avec deux moignons et qui commence à ramper et qui essaie d'ouvrir la porte, vous savez ces poignées un peu rondes qui glissent vraiment, même quand t'as des mains ça glisse, c'est insupportable, sauf que lui il a plus de main alors du coup il l'essaye sauf qu'il y arrive pas, il glisse et en plus il se fait mal. J'adore l'esprit de cette scène parce que le tueur le torture psychologiquement
au-delà de le torturer en plus physiquement. Là il y a du lâcher prise, là c'est original, là ça fait plaisir. Il y a la scène de la hache dont je vous ai déjà parlé aussi, et puis au niveau des effets pratiques, au niveau des effets gore, tu sens qu'il y a eu du maquillage, que c'est pas des effets spéciaux, qu'il y a eu de véritables artisans derrière, et on a un film qui est plutôt gore. C'est pas l'explosion non plus, c'est pas Terrifier, je vous rassure, mais on a quand même quelque chose qui est un peu plus gore que la moyenne, et ça fait plaisir. Enfin on a des slashers qui commencent un peu à se lâcher et à nous proposer plus de sang, plus d'hémoglobine. C'est juste dommage que ça soit aussi rare parce que t'aurais développé plus de scènes de ce type-là pendant les 5 ou 6 fois, 6 ou 7 passages maximum, ça aurait été beaucoup plus cool et j'aurais encore une fois un peu plus apprécié l'expérience. Quitte à regarder un slasher qui n'apporte rien à la culture, bah autant qu'il y ait des scènes qui me fassent un peu marrer, des scènes qui profitent d'un peu de violence, d'effets gore. Voilà, si on regarde ce genre de film, c'est aussi pour ça. On a ce plaisir malsain qui fait partie, encore une fois, de la chose. Et tu vois la scène où il découpe les mains, tu te dis putain mais enfin ça commence, et puis tu repars sur 10 minutes de danse. C'est vraiment le rythme du film qui pose problème, et peut-être même le montage, je sais pas, mais il y a quelque chose où ils avaient envie de faire un film sur un bal de promo, avec des étudiantes qui se charrient entre elles pour savoir qui sera la plus belle du lycée. Ils avaient pas envie de faire un film d'horreur, ils avaient pas envie de faire un slasher, et surtout ils avaient pas envie de faire un Fear Street. Pour moi c'est la seule explication. T'as vraiment l'impression qu'ils ont essayé de coller l'univers de Fear Street à un scénario qui était déjà prêt, issu d'un film indépendant. Et donc je commençais à plutôt apprécier le tueur, et puis arrive le moment de la révélation, où t'as le mobile. Pourquoi est-ce qu'il tue des adolescents? Alors on va passer en section spoilers, quand ce logo là disparaît vous pouvez revenir si vous voulez vraiment pas vous faire spoiler la surprise de l'histoire de ce scénario absolument incroyable. Le mobile du tueur il est très simple, c'est que je bute des étudiants et notamment les participantes à l'élection de la reine du bal de promo, parce que je veux que ça soit ma fille qui gagne la couronne et qui remporte ce concours de Miss du lycée. Voilà. On a un père de famille qui a 40-50 ans, qui bute des adolescents pour que sa fille remporte la couronne. Qu'est-ce que je te dis? À partir de ce moment-là, c'est de se foutre de la gueule. Que plus personne ne se plaigne des révélations finales de Scream 5 et de Scream 6. Parce que je sais que tu tenais beaucoup à gagner. Moi, il y a quelques semaines, je me plaignais du film Until Dawn. Je vous assure que depuis ce nouvel opus de Fear Street, Until Dawn est un chef-d'œuvre. Je crois que c'est la première fois dans un film où je vois un mobile aussi désastreux. Je bute des adolescents pour que ma fille gagne une couronne. 2025. Je vous jure qu'ils en avaient rien à foutre. Ils en avaient rien à foutre. Ils s'en battaient les couilles des spectateurs, ils s'en battaient les couilles de Fear Street, et on a été pris pour des cons, on a été pris pour des enculés. Je me suis fait sodomiser à travers l'écran. C'est très grave, parce que j'aime pas ça. Alors j'ai également quelques informations en vrac à vous donner. T'as une scène au début qui est vraiment très drôle, avec l'un des personnages secondaires, c'est l'espèce de meilleure amie gothique et fan de films d'horreur, donc évidemment on est tous amoureux d'elle, qui en fait, à un moment donné, l'harcèlement va tellement loin en salle de classe, y compris le prof qui harcèle notre héroïne, ce qui fait qu'elle fait semblant de se mutiler pour faire une farce parce qu'elle construit des effets visuels un peu comme les effets visuels qu'on a dans le cinéma d'horreur quand on construit de fausses mains, de faux membres, etc. Elle fait ça dans sa chambre et donc elle fait semblant de se couper la main, t'as du sang qui est absolument partout, elle est en salle de classe, t'as le prof qui est là qui la regarde, elle en a rien à foutre de se faire coller, tout le monde a une peur bleue et puis au final à la fin elle leur dit qu'elle leur a fait une blague et c'est vraiment très drôle. Ça a l'air d'être nul expliqué comme ça, mais je vous assure que c'est tellement brutal quand tu regardes que ça te fait forcément tirer un petit sourire. Il y a aussi quelques passages où la mise en scène est intéressante. On est dans cette nostalgie de la fin des années 80 et on a tout un tas de scènes qui utilisent de vieux caméscopes, ce qui donne d'ailleurs un côté encore plus immersif parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un élève qui filme et j'avais presque envie qu'à un moment donné on parte en fan footage avec cette caméra là pour qu'on ait l'impression d'avoir retrouvé le vieux caméscope d'un élève qui s'est fait massacrer dans son lycée. Ça aurait pu être très intéressant au-delà d'être encore plus immersif. Moi ça me manque les fan footage. Moi j'ai envie d'avoir des fan footage comme Rec qui sortent en salle parce que c'était vraiment très bien. Cloverfield aussi, Cloverfield. Tu vois ça aurait pu être intéressant d'avoir cet opus là qui soit entièrement tourné avec un caméscope de l'époque, avec ce grain, avec la crassure de l'image et qu'on ait vraiment des adolescents qui se font poursuivre dans un lycée par un tueur en combinaison de latex rouge et je suis persuadé qu'avec ce genre de mise en scène complète pendant tout le long du film, ça aurait été largement plus intéressant. J'avais noté encore une fois la musique, mais j'insiste là-dessus, la musique est absolument légendaire. Si vous aimez la synthwave, si vous aimez les notes mélodieuses, si vous aimez The Weeknd, vous allez kiffer, vous allez vraiment kiffer. En conclusion, Fear Street Prom Queen est une immense déception. Alors je sais, c'est toujours conçu comme des expériences plutôt légères, mon premier film d'horreur, pour ceux qui veulent commencer en douceur à découvrir le genre horrifique, mais la trilogie originale le faisait très bien. Et pourtant, il y avait beaucoup, mais alors beaucoup plus de subtilité derrière. Fear Street, c'était quelque chose qui te faisait croire que tu allais voir un slasher bête et méchant, pour au final partir dans un fantastique fascinant, et ça pouvait aussi bien convenir aux enfants, aux adolescents qu'aux adultes. Enfin aux enfants, dans la limite de l'acceptable au niveau de l'âge, bien sûr. Si j'accepte plutôt naturellement l'absence de fantastique dans ce nouvel opus, je n'accepte pas la flemme et le manque d'envie qui transparaît de celui-ci. La flemme d'avoir un bon mobile pour le tueur,
la flemme de construire des personnages attachants, la flemme d'avoir un bon rythme, la flemme au point de tourner tout le film dans la salle des fêtes du village d'à côté. Bon bah écoutez voilà, hein, je suis vraiment déçu de ce nouvel opus, j'espère sincèrement que vous avez passé un bon moment. J'ai eu quelques retours de personnes qui disaient que ils avaient plutôt apprécié la chose. Je me souviens que l'année dernière il y avait plein de personnes qui m'avaient dit que j'étais assez négatif vis-à-vis de films notamment de la Blumhouse. J'avais dit pas mal de mal de Night Swim, de Imaginary, des Cartes du Mal aussi. J'avais pas arrêté de harceler ces films et j'avais fait pas mal de critiques négatives tout le long de l'année. Bah là c'est à peu près la même chose, c'est que pour le moment le bilan il est assez sombre. Il y a pas mal de films d'horreur qui sont sortis mais c'est pas terrible ou alors c'est juste moyen. Là dernièrement il y a eu Until Dawn où j'ai dû bien casser la gueule quand même et là pareil je suis en train de détruire le film et je sais que je suis pas tout seul, on est plusieurs dans ce cas-là à être un peu déçus des dernières sorties et à ne pas réussir à trouver son compte, ce qui fait que là bah en ce moment je suis en train de relancer des trucs qui sont en dehors de l'horreur tellement que ça m'énerve, vraiment ça m'énerve. Moi j'ai toujours défendu la trilogie originale de Fear Street et du coup j'avais quand même une sacrée attente, j'avais une espèce d'excitation qui était là. Quand j'ai lancé le film j'étais putain ça y est, ça fait combien d'années que j'attendais ça, combien d'années qu'ils ont autant pris leur temps Netflix pour sortir un nouveau projet. J'avais vraiment une excitation qui était là, j'étais content, c'était pas une excitation de dingue, j'avais pas des frissons mais j'étais content. Et ils prennent autant de temps tout ça pour ça quoi. Relancer encore une fois Scream Queens, relancer la série Scream qui est largement meilleure malgré tous ses défauts, relancer Pretty Little Liars Original Sin qui était vachement mieux. On se retrouve avec un projet qui a pas d'ambition et qui pour moi se moque clairement de ses spectateurs. Je ne peux pas m'attacher à des personnages qui sont aussi cons, je peux pas m'attacher à des personnages qui pensent qu'aux apparences, je peux pas m'attacher à un film où il y a 30 minutes de scène de harcèlement, où tout le monde est con, vraiment tout le monde est con, il n'y a pas un personnage en dehors de l'héroïne qui arrive à sortir du lot. Et là récemment j'ai regardé Souviens-toi l'été dernier parce qu'il y a le prochain film qui sort et ça m'a redonné envie de le voir. On est à des années-lumière, et me parlez pas de Scream non plus, on est à des années-lumière. Le seul slasher qui a réussi à sortir du lot ces dernières années, c'est Terrifier. Fear Street mérite d'avoir un meilleur développement, Fear Street mérite d'être une franchise qui soit développée à l'avenir. En tout cas moi, je n'ai plus du tout foi en Netflix. Voilà, même la dernière saison de Stranger Things, je sais pas pourquoi, ça a mis tellement de temps à arriver, je commence à m'inquiéter. Il y a la saison 2 de Mercredi aussi, qui était annoncée comme vraiment une série qui plongeait dans l'horreur. Tu regardes la bande-annonce, tu ne vois aucune différence avec la saison 1, c'est toujours les Goonies de l'horreur. Bref, il y a clairement un problème avec l'horreur sur Netflix et ça me casse les couilles, Eh bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette critique, ce que vous avez pensé de Fear Street si vous l'avez vu, si vous avez envie de le voir ou pas. Voilà, c'est hyper intéressant. Je vous fais un énorme bisou à la fois sur la fesse gauche et sur la fesse droite. Et évidemment, je laisse l'arrêt des fesses pour la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir. Du bonheur, c'est tout ce que je vous souhaite et surtout tout ce que vous méritez. Mouah. Ciao Ben et les amis.